Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et ça y est, le balance patch est arrivé, la mise à jour d'équilibrage est arrivée, ça vient de sortir. Voilà, il y a eu pas mal de changements et donc, eh ben, on va en parler dans cette vidéo. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va regarder un petit peu le meta report d'abord, les données de la saison qui vient de se terminer et aussi le balance patch qui vient après, qui est la conséquence un petit peu de ces données-là, hein, comme on a pu le voir déjà dans les balance patch précédents. Et donc ce que je vous propose de faire, c'est de tout de suite aller regarder ça. Et voilà, voilà. Donc on va regarder un petit peu le meta report pour commencer. Comment ça se passe ici, voilà, ok. Donc en gros, voilà, quand on regarde l'ensemble des factions, ce qu'on peut voir clairement, c'est que les orques sont largement en dessous des autres, 42% de win rate, ils sont largement en dessous des autres, hein. Voilà la faction qui a le win rate le moins bon après les orques, ça va être Adeptas Sororitas avec 47%, donc on a quand même un gros gap entre les deux. Et après, si on regarde la faction qui a le mieux fonctionné, bah, sans surprise, c'est les Ultramarines. Les Ultramarines sont vraiment très très forts en ce moment. Enfin, ils étaient très très forts. On va voir ce que le balance patch va changer par rapport à ça. Et en division légendaire, c'est encore pire. Les chiffres sont encore plus... L'écart est encore plus prononcé, puisqu'on a les orques qui sont à 41%. Cette fois-ci, ce sont les Dark Angels qui sont juste après avec 47,56%. Ok. Et on a du coup les Ultramarines qui sont au top avec 54,18 de win rate, suivi de près par le Simhan, voilà, les Eldar, qui, grâce aux renforts qui sont reçus il n'y a pas si longtemps que ça, bah, ont quand même réussi à avoir un bon win rate lors de la saison du mois d'août. Voilà, et après les autres factions bah, sont toutes autour de 50%, ah, d'accord, ça va de, voilà, de 48-49 à 50-51. Donc c'est assez équilibré, à part pour les orques qui sont largement en dessous et pour les Ultramarines et le Craft World qui sont au-dessus des autres. Donc voilà comment ça s'est passé lors de la saison qui vient de se terminer. Si on regarde d'un peu plus près au niveau des Warlords, on peut voir que c'est Jainzar qui est au top du classement, ok, suivi alors à égalité en fait avec le lieutenant Titus, ils sont tous les deux à 56,7% de win rate. Alors Titus est quand même beaucoup plus populaire que Jainzar, on peut le voir ici, mais bon voilà, le win rate est le même. Juste en dessous à 57, on a Lucius, un petit peu surpris parce que Lucius c'est pas un Warlord que je trouve extrêmement fort, moi personnellement, mais faut croire que si. Après, je joue très peu Lucius, justement parce que je le trouve pas très fort, je préfère largement Xarahan. J'arrive bien à m'en sortir avec ce Warlord-là, moi en général, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément le cas de tout le monde du coup, parce qu'il n'est pas vraiment présent dans ce tableau, il doit être pas mal... Ouais, ah oui, il est très très bas quand même, hein. Ouais, ok, bon bah voilà. On a du coup, juste après, le Swarmlord. Bon là je suis pas surpris, un Swarmlord il est toujours très très fort. On a Hector, on a Calgar, Ursula, Primus Safa, Warshaper. Ce qui est intéressant, on a même Imhotep juste derrière. Ce qui est intéressant ici en fait, ce que je vois c'est que il y a quand même une certaine variété, il y a quand même une certaine... il y a pas mal de factions qui sont représentées ici dans le top du classement. Et ça, c'est vachement intéressant. On a du coup les Eldar, on a les Ultramarines, Emperor's Children, les Tyrannies, les Astra Militarum, on a les Necrons, les Tau, les Gene Stealers. Enfin, on a vraiment pas mal de factions qui sont représentées ici, qui ont à chaque fois un ou plusieurs Warlords qui ont fait de très très beaux taux de victoire. C'est vachement intéressant parce que ça montre quelque part que le nouveau système de ladder, malgré ce qu'on peut en penser, et d'ailleurs on va en parler dans une vidéo qui va arriver sur la chaîne dans quelques jours là, et ben ça a pas trop mal marché, on va dire, lors de la saison du mois d'août. Voilà, pour amener de la diversité dans le ladder. Ça a l'air de ne pas avoir trop mal fonctionné, puisque on peut voir ici qu'il y a quand même pas mal de variétés. Alors toutes les factions sont pas forcément représentées au même niveau, on a quand même Sylar, Issou, la Black Legion qui arrive juste après ici, les Dark Angels aussi, mais on a quand même une belle diversité, ce qui est un petit peu étonnant, hein, parce que le nouveau système, quand on y réfléchit un petit peu, on voit bien qu'il incite pas réellement en fait à jouer les différentes factions. On a juste les points bonus qu'on peut gagner avec chaque faction, et ça, bah, tout le monde va essayer de le faire forcément. Mais après, une fois qu'on en a fini avec ces points bonus, ou plutôt avant d'aller chercher ces points bonus, bah, il est plus intéressant en réalité de jouer une seule faction, celle qui marche le mieux, le Warlord qui marche le mieux, le deck qui marche le mieux. Mais voilà, apparemment, a priori, c'est pas ce qu'on voit ici. Du coup, là, les chiffres montrent que
il y a quand même une certaine diversité, et ça c'est quand même super cool. Si on regarde en division légendaire, je pense que ça va être à peu près pareil. C'est un peu différent, mais on a toujours Jainzar qui est au top du top avec 59% de win rate, vachement impressionnant. On a Primus Safa juste derrière, ok. On a Titus, on a Ursula, Swarmlord, Lucius, Sylar, donc on a une belle diversité là aussi. Donc voilà, très intéressant. On a une belle diversité. On a Jainzar. Je suis assez surpris parce que j'ai pas beaucoup rencontré Jainzar, hein. Alors le play rate est pas super important, mais je suis quand même étonné parce que j'ai vraiment très très peu rencontré Jainzar la saison précédente. Bon, voilà. Ok, donc on a toujours une belle diversité. C'est vachement intéressant du coup. C'est très bien pour le jeu en fait ça. Et si on va voir tout en bas du classement, et ben voilà. On retrouve les orques, on a 4 warlords qui sont tout en bas du classement, 4 warlords des orques. On a Zagstruck, on a Gordrang, Morgrim et Gruk. Gruk, il a pris cher, Gruk, il a moins de 30% de win rate, il a été très peu joué lors de la saison précédente. Et on peut voir du coup, on peut comprendre en fait du coup, voilà pourquoi les développeurs ont décidé bien, de faire justement des changements au niveau de cette faction-là, et en particulier au niveau de Gru, justement, pour le rendre plus fort, pour le remettre sur le devant de la scène. Ouais, ben voilà, hein, c'est comme ça, hein. Les orques ont pas mal souffert, et du coup, par conséquent, comme on l'a vu en fait dans les précédents Meta Report et Balance Patch, en fait c'est comme ça que marchent les développeurs, hein, du coup, voilà, ils regardent ce qui a le mieux marché et ce qui a le moins bien marché dans le ladder, et puis ils vont appliquer des nerfs sur les factions qui ont l'air d'être les plus fortes, et ils vont appliquer des buffs sur les factions qui sont les plus faibles pour essayer de rééquilibrer un petit peu les choses. Jusqu'à présent, les buffs et les nerfs étaient relativement mineurs, c'était pas de gros changements. Là, cette fois-ci, on a pas mal de changements pour la faction des orques et des gros changements. On va regarder ça ensemble. Donc, comment on fait? On fait tac comme ça et on va aller regarder ça. Donc, on va commencer du coup avec les orques, hein, voilà, c'est les changements principaux qu'il y a dans ce balance patch. Il y a pas mal de changements. Du coup, on va regarder ça. Et le premier changement qui est listé par les développeurs, c'est la carte défensive des orques du niveau 40 de la forge. C'est un peu étonnant qu'ils aient décidé de toucher à cette carte-là parce que c'est une carte qui, je pense, qu'il n'y a pas grand monde ne doit avoir dans sa collection. Moi, je l'ai réussi à l'obtenir il y a pas si longtemps que ça, enfin, il y a juste quelques jours, genre une semaine, parce que je voulais l'utiliser avec mon deck Beast avec Morgrim. Et donc cette carte-là, elle a été modifiée. Avant, elle stunnait du coup un ennemi, et maintenant, elle inflige en plus... Ouh là là, non, 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 attends, attends, ça a changé, ça a changé. 2 dégâts à une troupe et stun. Avant, ça faisait juste un stun, mais c'était à une unité. On pouvait le jouer sur le Warlord, on ne peut plus faire ça maintenant. Maintenant, c'est 2 dégâts plus stun sur une troupe. Pour 0 énergie, c'est très très fort, hein. Je vois pas trop pourquoi ils ont fait ce changement-là. Je pense pas que cette carte avait besoin d'un changement. Le fait de pouvoir stun un ennemi pour 0, c'était très bien comme ça en fait. Le fait d'infliger 2 dégâts en plus, c'est encore plus fort. Après, on ne peut plus cibler le Warlord, donc voilà, petit changement à ce niveau-là, mais ça reste une carte très forte. Voilà, je vois pas trop pourquoi ils ont fait ce changement-là, c'était pas nécessaire, mais bon, voilà. En tout cas, cette carte-là, à présent, ne peut cibler que des troupes et infligera 2 dégâts ainsi qu'un stun à une troupe ennemie pour 0 énergie. On va passer au changement suivant, donc Pyromaniacs. Alors cette carte-là, c'est une carte légendaire du coup, le stratagème qui coûte 3 énergies et qui auparavant donnait Blast 2 à toutes nos unités. Maintenant, elle donne Blast 3 à toutes nos unités. Alors c'est pareil, c'est un changement qui n'était pas forcément nécessaire. Pyromaniac, c'était une bonne carte déjà avant. Là maintenant, c'est une carte qui est très forte. Donner Blast 3 à tout un board, ça peut faire vraiment très très mal. Donc voilà, c'est une carte qui est vraiment très forte et qui pour le coup va être jouée. Peut-être qu'elle n'était pas beaucoup jouée auparavant cette carte parce qu'il y avait c'était pas, il y avait pas de nécessité peut-être à la mettre dans les decks, je sais pas. C'est une carte qui marche bien dans un deck go wide, dans un deck aggro et tout, et peut-être que ce genre de deck là était peu joué parce qu'il y avait eu des nerfs et tout, et que c'était compliqué. Là maintenant, cette carte va probablement être beaucoup plus jouée parce que voilà, Blast 3 à tout le monde pendant un tour, c'est quand même vachement balèze. Donc voilà, un autre changement, pas forcément nécessaire, mais assez, voilà,
qui transforme, enfin qui rend cette carte-là très très forte. On a ensuite Rock Invasion, c'est pareil, c'est une carte qui devait pas être beaucoup jouée parce que les orques n'étaient pas vraiment au top de leur forme récemment. Et donc cette carte-là, voilà, ce qui a changé ici, c'est la limite au niveau des troupes qu'on pouvait invoquer. Donc en fait, voilà, on déploie 8 unités, 8 troupes qui coûtent 4 ou moins. Avant, c'était uniquement des infanteries, et maintenant, bah, c'est plus des infanteries, ça peut être des beasts, ça peut être des véhicules, ça peut être toutes sortes de choses. Donc voilà, petit changement au niveau de cette carte, ça change pas énormément. Bon, alors ça rend la carte plus intéressante parce qu'on a quand même des véhicules et puis des unités d'infanterie, enfin pardon, des bêtes, je pense, qui peuvent être invoquées, qui peuvent être vachement intéressantes. Par exemple, on a le Defcopta qui peut être assez balèze. S'il est invoqué de cette manière-là, on a aussi, on a le Warbiker, bon voilà, ça va être juste un flanqueur dans ce cas-là. On a le petit flanqueur aussi, il est où? Le petit flanqueur, ah on a le gros tank, on a le petit flanqueur ici aussi qui peut être invoqué grâce à cette carte, donc on a quand même plus de possibilités qu'avant, ça rend la carte plus intéressante, et donc voilà, potentiellement jouable dans un deck du style contrôle. Ensuite on a le Big Chopanob, il est où celui-là? Carte légendaire qui coûte 6, une carte intéressante mais qui est très peu jouée parce que, bah voilà, comme elle fait rien au moment où elle arrive en jeu, voilà, du coup, elle n'est pas jouée tant que ça. Après, elle a de très très bonnes stats, hein. À la base, elle était du coup 7, 4, 7 pour 6 énergies. Elle est passée à 5 en range attack. Voilà, donc ça en fait une troupe très très puissante en termes de stats, hein, très intéressante en termes de tempo. Elle fait toujours rien en arrivant en jeu. Elle a toujours son effet après de concussive et elle double le mob des autres unités. Donc voilà, c'est une carte potentiellement avec laquelle on va pouvoir faire des combos et tout. Mais voilà, comme elle fait rien de spécial en arrivant en jeu, je sais pas si elle sera beaucoup plus jouée qu'auparavant. Power of the War, encore une carte qui devait pas être beaucoup jouée parce que c'est une carte qui... Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant quand on joue des decks aggro ou go wide et tout. C'est une carte qui peut être intéressante quand même dans un deck go wide, mais voilà, je pense que c'est une carte qui n'était pas super populaire. Et ce qui a changé ici, c'est que, voilà, donc notre Warlord obtient un mob, gagne +1 en mêlée. Avant, c'était jusqu'à la fin du tour, et maintenant, c'est jusqu'à notre prochain tour. Donc, ça va rester pendant le tour de l'adversaire. Donc voilà, petit changement. Ça change pas énormément. C'est un petit buff, là, comme ça, qui est sympa, mine de rien, hein, et qui pourrait éventuellement faire en sorte que la carte soit davantage jouée, mais c'est pas non plus un énorme changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Death Gun Luta. Alors, qu'est-ce qui a changé sur celui-là? Donc ça, c'est la troupe qui coûte 6 énergies, si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Death Gun Luta, c'est celui-là. Ah oui, alors celui-là, il est devenu très intéressant, celui-là. Donc déjà, c'est une carte qui a d'excellentes stats. Ok, 3, 4, 5 pour 4 énergies, c'est vraiment très bien. Ce qu'elle faisait avant, cette carte-là, c'est qu'elle gagnait un point de range attack supplémentaire à chaque fois qu'une troupe mourait. Et donc cet effet-là, il a été changé. Et maintenant, à la place de gagner des points d'attaque, elle va infliger, à chaque fois qu'une unité va mourir, elle va infliger 2 dégâts à un ennemi aléatoire. Ça en fait une carte du coup assez balèze, une carte qui ressemble un petit peu à la carte des Necrons, là, le Destroyer, le Locust Destroyer, un truc comme ça. Mais qui est encore mieux parce qu'on n'a pas un mais 2 dégâts sur un ennemi aléatoire à chaque fois qu'une troupe meurt. C'est une carte qui est vraiment très intéressante, qui va pouvoir potentiellement infliger beaucoup de dégâts sur le board de l'adversaire. Donc voilà, un changement intéressant et qui va faire que cette carte va être jouée beaucoup plus qu'avant, c'est sûr, peut-être potentiellement dans tous les decks même, parce qu'elle a un potentiel de dégâts assez intéressant. Donc voilà, un changement qui, qui rend la carte beaucoup plus forte pour le coup. On a ensuite Dagreen Horde qui a reçu énormément de changements récemment. À la base, c'était une carte qui réduisait de 2 le coût des troupes que l'on va jouer ce tour-ci, et elle coûtait 4 énergies, voilà, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est passée, je crois, à 5 énergies à un moment donné, puis elle est redescendue à 4 énergies, et l'effet a été changé pour une réduction de coût de 1 seulement et non de 2.
Et là, elle a été changée à nouveau, elle ne coûte plus que 3 énergies et elle réduit de 1 le coût des troupes que l'on va jouer ce tour-ci. Alors, malgré ce qu'on pourrait croire, c'est une carte qui est pas si intéressante que ça, à mon avis, parce que le fait de réduire de 1 le coût des troupes qu'on va jouer, bah en fait, ça change pas grand-chose. Je veux dire, les seules troupes qu'on va pouvoir jouer facilement avec ça, bah, c'est le Grotte et c'est le Snakebite Grotte, ok? C'est pas des troupes très intéressantes, hein, d'accord? Voilà, on va pas jouer Dagreen Horde juste pour remplir le board de ces unités-là. Quand la réduction était de 2 énergies auparavant, on pouvait jouer tous les drops 2, le Storm Boy, comment il s'appelle, le Slug Boy, et puis tous les autres gratuitement le tour où on jouait Dagreen Horde, et ça en faisait une carte très très forte parce qu'on pouvait littéralement remplir le board de petites unités d'un seul coup comme ça. Mais depuis que l'effet a été changé à une réduction de 1 énergie seulement, bah, en fait, voilà, la carte, elle sert plus à grand chose et le fait d'avoir réduit son coût de 4 à 3 énergies, je pense pas que ça change beaucoup de choses. La carte sera pas davantage jouée qu'avant parce que bah, elle sert pas à grand chose en fait. Son effet, il est trop faible et du coup, la carte, elle sera probablement pas jouée à mon avis. Alright, on a Unbridled Carnage qui a été changé et là par contre c'est un gros changement. En fait c'est un petit changement mais qui rend la carte vraiment très forte pour le coup. Où est-ce qu'elle est? Elle est ici, voilà. Donc en gros, cette carte-là, ce qu'elle faisait avant, c'est qu'elle infligeait 2 dégâts à un ennemi aléatoire pour chaque unité qu'on a en jeu. Et là maintenant, elle va faire la même chose, mais une fois de plus, puisqu'elle inflige 2 dégâts, et que ensuite l'effet se répète pour chaque unité qu'on a en jeu. Donc voilà, il suffit qu'on ait genre 2 troupes en jeu, et on inflige 4 fois 2 dégâts sur un ennemi aléatoire. Si on a 3 troupes en jeu, boum, on inflige 10 points de dégâts en tout sur le board de l'adversaire. C'est absolument énorme. Cette carte-là, elle peut faire énormément de dégâts. Avec les autres changements qu'on n'a pas encore vus, en plus, ça va être quelque chose d'assez balèze à mon avis. Et donc ça fait un petit peu peur par contre. Voilà, cette carte-là, elle devient très très forte à mon avis. Et on va probablement beaucoup la voir dans des decks aggro, dans des decks go wide. Avec Gruk, on n'a pas encore vu le changement de Gruk, mais vous allez voir que c'est un changement assez balèze. Et accompagné de cette carte-là, ça peut faire très très mal à mon avis. Ok, changement suivant, on a Crumpeclaw. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Increase the range from 4 to 6. Ok, alors Crumpeclaw, on va le chercher parce que, voilà, Crumpeclaw. C'est ce truc-là, c'est ça? Ah ouais, d'accord. Donc il avait 4 points en range d'attaque, il est monté à 6. Ok. Ok, ça en fait une troupe ouais, plus équilibrée en termes de stats et assez balèze du coup. En fait, cette carte-là, je l'avais vu jouer quelques fois, mais pas tant que ça, dans des decks véhicules, je pense. C'est une carte intéressante parce qu'elle gagne de l'armure en fait, c'est ça qui est cool. Donc voilà, vous la mettez en jeu, vous attaquez avec le Warlord et avec les autres unités qu'on a en jeu à ce moment-là, et boum, on obtient de l'armure, ce qui en fait une carte difficile à gérer par la suite. Donc elle est devenue encore plus forte qu'avant parce qu'elle était un petit peu faible en range attack auparavant, maintenant elle a 6 points au lieu de 4, donc voilà, c'est pas un énorme changement, mais ça rend la carte plus forte et du coup potentiellement jouable, hein, voilà, on verra bien, hein. On a le talent du Weird Boy aussi qui a changé. Alors le Weird Boy, il est où celui-là? Hop hop hop, il doit être quelque part par là. Il est là, le Weird Boy. C'est une carte que je crois n'avoir jamais vue encore en ladder et je l'ai jamais joué moi non plus. C'est un peu con parce que c'est une carte intéressante. Elle a un shield, ce qui la rend assez difficile à gérer, hein, forcément. Donc 4-6-6 pour 6, des stats corrects, ça va. C'est pas exceptionnel mais ça va. Avec un shield, donc c'est intéressant. Et le talent, il coûtait 2, maintenant il coûte plus que 0. Et qu'est-ce qu'il nous fait ce talent? Il nous dit 1 dégât à chaque unité alliée, du coup, et plus de mêlée ce tour-ci. Ok, d'accord, donc c'est une carte ouais, qui se combine bien avec un deck peut-être go wide, un deck aggro où on va avoir un board avec plein de petites troupes qu'on va pouvoir booster d'un seul coup comme ça. Je ne sais pas si ça marche vraiment parce qu'il faut qu'on joue cette carte-là, qu'elle survive jusqu'au prochain tour et que ensuite au prochain tour, bah, on ait déjà en fait un board avec pas mal de petites unités pour pouvoir utiliser cet effet. Ok, ouais, ils essaient d'inciter en fait à jouer cette carte-là qui devait être très peu jouée auparavant et comme je vous ai dit, moi je l'ai jamais vue en ladder cette carte.
Donc pourquoi pas? Il faut tester pour voir ce que ça donne. C'est vrai que le shield, c'est assez intéressant, donc il faut voir ce que ça donne. Voilà, il faut tester pour voir. On a le Shota Boy ensuite. Ah là là, le Shota Boy. Alors celui-là, il était déjà vachement relou et il est encore plus relou qu'avant maintenant. Ça, c'est un genre de changement qui, malheureusement, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que c'était une carte qui était très bien déjà auparavant. Je veux dire, bon, elle est faible en mêlée, ok, mais elle a quand même des stats intéressantes par rapport à son coût. Un 1-5-4, c'est quand même pas mal. Avec un effet de mob vachement intéressant, qui va infliger pas mal de dégâts sur le bord de l'adversaire, parce qu'auparavant, elle faisait un dégât en fait avec l'effet de mob à un ennemi aléatoire, et maintenant elle fait 1 à 2 dégâts à un ennemi aléatoire. C'est vachement balèze en fait, c'est trop fort. C'est trop fort, parce que c'est facile avec les orques de remplir le bord de plein de petites grottes, de plein de petites unités, et il suffit qu'on arrive à avoir un board comme ça qui tienne à un moment donné pendant un tour, et au tour d'après, on balance le Shota Boy et on balance une quantité monstrueuse de dégâts sur le bord de l'adversaire. C'est bon, voilà, c'était une carte qui était déjà assez relou pour ça à la base, et qui est encore plus forte qu'avant maintenant. Donc moi je trouve que c'est un peu dommage. Les buffs qu'on a vus jusqu'à présent, qui sont assez légers sur certaines cartes pour les rendre un petit peu plus intéressantes et tout, c'est cool. Mais là par contre, on rend une carte qui est, à mon avis, déjà assez balèze, encore plus balèze qu'avant. C'est pas forcément... c'est pas forcément ce que... Voilà, je trouve que c'est un petit peu trop là, pour le coup. On a le Painboy qui a changé aussi. Le Painboy, il était jamais joué auparavant, malgré le fait qu'il a de bonnes stats et tout. Mais bon, il y a d'autres cartes meilleures en fait, hein, tout simplement, qui pouvaient être jouées, hein, voilà. Et là, il a reçu un effet vachement intéressant. Donc déjà en termes de stats, il est pas mal, comme je disais, un 6-3-6 pour 5, bah, c'est quand même pas mal, hein. Un peu faible en range attack, mais voilà, en mêlée et en point de vie, il est vraiment très très bien. Il a ce talent-là qui inflige des dégâts et qui soigne par la suite l'unité qu'on a ciblée, ok? Donc voilà, c'est une carte de soin. Et en fait, il a reçu un effet de rallye, il n'y avait pas cet effet avant, qui va soigner 3 à une unité alliée. Franchement, soigner 3 points de vie comme ça en rallye, c'est quand même pas mal. C'est une carte qui va bien rentrer dans des decks contrôle, par exemple. Voilà, avec Gazghoul, hein, par exemple. Voilà, je sais pas quel genre de deck on va pouvoir faire. Mais des decks avec Rock Invasion, avec voilà, toutes sortes de cartes comme ça de contrôle. Et avec ce gars-là, en plus, du coup, pour apporter du soin, pour apporter des stats sur le board et potentiellement davantage de soins en plus s'il survit. Donc, ouais, ça devient une carte assez intéressante, à mon avis. Voilà, qui va pas forcément être joué dans tous les decks, mais qui peut être joué dans certains types de decks. Voilà, des decks contrôle, des decks peut-être mid-range aussi, je sais pas, il faut voir. Voilà, mais c'est une carte qui, ouais, grâce à cet effet de soin, qui est quand même, ouais, qui devient intéressante à mon avis. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, ah voilà, ça y est, on y arrive. Gruk Face Ripa, donc le Warlord qui a le moins bien performé dans la saison précédente, comme on a vu dans le Meta Report. Et donc Gruk a reçu un buff, un effet passif, et là c'est la catastrophe. Cet effet, il est juste énormissime. En fait, il n'a pas l'air comme ça, mais en fait, il est énorme cet effet parce que voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? La première troupe avec Tide à chaque tour coûte 1 de moins. Et en fait, cet effet-là, il est juste énorme parce que si on regarde les troupes avec Tide chez les orques, ben, vous voyez, il y en a un certain nombre, il y en a pas mal, ok? Et donc, toutes ces troupes-là, eh ben, elles vont coûter 1 de moins, une énergie de moins quand on va jouer avec Gruk. Et ça, c'est énorme en fait. Pourquoi c'est énorme? Parce que ça nous permet, par exemple, de jouer ce gars-là, le grotte, en 3 exemplaires du coup, pour 2 énergies seulement. Donc dès le premier tour de jeu, on peut envoyer 3 grottes sur le terrain et on peut même en envoyer 5 si on a la carte défensive, hein, d'accord, qui inflige 2 grottes supplémentaires si on est deuxième. Dès le premier tour de jeu, on peut mettre 5 grottes en jeu avec l'effet de Gruk, c'est absolument énorme. Tous les drop 2 qui sont là, tous les drop 2, Bisnaga Boy, Orc Boy, Slugger Boy, Storm Boy, etc., on peut maintenant les jouer en 2 exemplaires pour 3 énergies seulement. En termes de tempo, c'est ultra balèze. On a des cartes comme le Def Copta qui peut être joué pour 3 énergies, seulement une 3-4-5 avec Flying pour 3 énergies, c'est un énorme tempo play.
Et on a après le Kill-A-Can ainsi que les deux big flankeurs qu'il y a là, en particulier celui-là, qui peuvent être joués pour 4 énergies seulement grâce à l'effet passif de Gruk. Enfin voilà, je veux dire, c'est énorme comme changement. Ça va rendre Gruk extrêmement fort. Ça va être, on va avoir un Warlord qui va pouvoir jouer très agressif, très tempo, qui va pouvoir jouer avec un tour d'avance en fait par rapport aux autres Warlords en sortant plein de petites troupes comme ça pour pas cher. Franchement, ça fait peur. Gruk va devenir extrêmement fort. Il va devenir, enfin, moi je le vois bien devenir top méta et tout lors de cette saison grâce à cet effet passif. La réduction des coûts de manière générale, c'est quelque chose qui est potentiellement très très fort hein, dans des jeux de cartes comme ça. Et donc là, à mon avis, c'est ce qui va se passer, hein. Voilà, Gruc, pour le coup, il va remonter, il va faire une remontada de fou en termes de win rate. Et voilà, avec toutes ces cartes-là, avec les flanqueurs, avec les Devcopta, les machins, enfin voilà, il va devenir très très fort. Et, euh, et voilà. Alors, en réalité, je sais déjà qu'il va devenir très très fort parce que j'ai testé moi-même. Alors, j'ai testé des decks un peu pourris que j'ai fait un peu à l'arrache en mettant des grottes, des Stormboy, des machins, des trucs. Et en fait, ça marche super bien. Le fait de pouvoir sortir un tour avant toutes ces cartes-là, de remplir le board avec voilà, des stats et tout comme ça, très facilement, parce qu'on a cette réduction de coût qui s'applique à chaque tour. C'est juste énormissime et ça marche et ça va éclater la méta à mon avis. Donc voilà, un changement qui est compréhensible dans le sens où Grug Face Ripa apparemment il était extrêmement bas dans les données en termes de win rate et tout. Donc ok pour le buff, mais à mon avis ce buff il est trop important en fait. Il est trop important. Voilà, ça change. Je veux dire, c'est trop fort en fait, c'est trop d'un coup et à mon avis ça va complètement, au lieu de rééquilibrer les choses, ça va déséquilibrer en fait les choses puisque à mon avis ce Warlord là va devenir top méta lors de cette saison. On verra bien, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, il y a de fortes chances que ça arrive. On a deux autres changements rapidement. On a le Big Shooter Boy qui inflige des dégâts à 3 ennemis au lieu de 2 du coup. Donc on va aller voir le Big Shooter Boy, il est où? Il doit être par là. Le Big, non c'est pas celui-là, Big Shooter Boy juste à côté, voilà, donc avec son mob, il fait un dégât à 3 ennemis aléatoires au lieu de 2 ennemis aléatoires, bon, ça change pas grand-chose, ok, voilà, les stats sont toujours les mêmes, il est pas très impressionnant en termes de stats, même si c'est pas non plus dégueulasse, mais c'est une carte qui était pas trop jouée auparavant et qui à mon avis va pas être jouée plus que ça, hein. C'est une carte qui est pas exceptionnelle, voilà, il y a mieux à jouer pour 6 synergies. Et ensuite, on a le Rocket Boy, donc qui a gagné des stats en mêlée et en range. Donc le Rocket Boy, il me semble que c'est un drop. Ah non, c'est celui-là, voilà. Donc il était 2, 4, 5 et il est passé du coup 4, 5, 5 en termes de stats. Avec Blast 3 pour 4 énergies, c'est assez balèze comme drop. Alors après, comme il fait rien en arrivant en jeu, c'est toujours pareil, bah, il y a mieux en fait que ça à jouer, donc je suis pas sûr qu'il sera joué du coup davantage lors de cette saison, mais ça peut être une carte intéressante à prendre en draft par exemple, parce que ça fait un excellent tempo drop, voilà, avec d'excellentes stats pour 4 énergies. Et donc voilà les amis pour le dernier changement au niveau des orques. Donc, ça fait pas mal de choses, hein, ok. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que bon, il y a pas mal de petits changements qui sont là pour essayer de faire en sorte que des cartes soient davantage jouées, qu'elles soient un petit peu plus fortes et tout. Mais à côté, malheureusement, on a un certain nombre de cartes qui ont reçu de gros buffs et donc des buffs un peu trop importants à mon avis, comme Grug Face Ripa qui va, je pense, dominer la méta lors de cette saison. On a le Shooter Boy qui est devenu vraiment très très balèze aussi. 1 à 2 dégâts avec mob à un ennemi aléatoire, c'est vachement balèze. On a de la même manière le Death Gun Luta qui va infliger plein de dégâts sur le bord de l'adversaire, ça va être une catastrophe. On a Unbridled Carnage qui va faire un max de dégâts aussi. Voilà, un deck aggro avec toutes ces cartes-là, avec plein de petites unités qui vont pouvoir être jouées pour pas cher avec Grug Face Ripa. Voilà la recette, à mon avis, du prochain deck top méta lors de cette saison. Voilà. J'espère me tromper, j'espère que ça va pas être aussi hardcore que ça, mais j'ai peur
que la méta soit dominée par ce gars-là. Voilà, on verra bien ce que ça donne. On va passer aux autres changements rapidement. Donc on a des petits changements avec Adeptas Sororitas. Un seul petit changement au niveau du Warlord légendaire Morven Val. Voilà, donc c'est le talent qui a changé en fait. Au lieu de donner tout simplement plus 1 ou plus 2 avec 4 points de face, maintenant avec l'effet amélioré ici, on va également se soigner de 1. Alors on va soigner, attends, parce que voilà, c'est à toutes les unités. Ok, donc toutes les unités gagnent plus 2 et se soignent de 1. Donc voilà, c'est cool d'avoir un petit peu de soin avec Morvenval. Je pense que c'est quelque chose qui manquait avec ce Warlord là, donc c'est sympa. Un changement sympa. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Peut-être que ce Warlord était en dessous des autres lors de cette saison. Mais c'est un changement que je trouve assez sympa pour le coup. Donc c'est cool. C'est cool d'avoir un petit peu de soin là comme ça sur Morvenval. On a les Ultramarines qui ont reçu quelques nerfs. Alors on a la carte emblématique des Ultramarines et de Lieutenant Titus, en particulier la doctrine, la Assault Doctrine qui a été nerf. Donc, voilà, au lieu de donner plus 4 en mêlée, elle ne donne plus que 3 points d'attaque en mêlée à l'unité que l'on cible avec cette carte-là, du coup. Et l'effet de soin avec le codex a aussi été diminué. On ne se soigne plus que de 2 et non plus de 3 points de vie, comme c'était le cas avant. C'est un changement qui est intéressant, qui est bien, je pense. C'était une carte qui était vraiment très forte, la doctrine, qui reste une carte très forte, juste un petit peu moins, mais ça reste une carte vraiment très intéressante. Et donc voilà, c'est cool. C'est ce genre de changement qu'on veut voir en fait. C'est des petits changements comme ça qui vont affaiblir un petit peu voilà, un certain archétype, un certain warlord et tout, mais qui vont pas non plus rendre la carte injouable. Donc c'est un effet qui est un changement qui est intéressant. Moi je dis c'est cool. On a l'Inceptor Sergeant qui a été changé aussi. Alors l'Inceptor Sergeant, je suis d'accord pour dire qu'il était vraiment trop fort. Alors c'est un petit peu bizarre le changement qu'ils ont fait parce que voilà, il a gardé son codex, il donne toujours plus 1 en range attack à nos autres troupes, mais il ne va plus se booster lui-même. Voilà, donc c'est un petit peu bizarre. J'aurais plus compris, j'aurais mieux compris un effet du style qui se booste lui-même en fait, mais pas les autres troupes. Voilà, donc c'est l'inverse qui a été fait, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Le fait qu'il ne se booste plus lui-même le rend un petit peu plus faible, donc c'est peut-être ça à la base l'objectif de ce nerf, hein, c'est d'affaiblir un petit peu la carte en soi. Le fait qu'il booste les autres troupes, en réalité ça change pas grand-chose à mon avis. Donc voilà, petit nerf sur l'Inceptor Sergeant, ça reste une carte très intéressante, ça reste un excellent flanqueur, hein, ou une carte de tempo vraiment très intéressante. Donc voilà, un tout petit peu moins forte, mais ça reste une carte très intéressante qui va continuer à être jouée. Et donc encore une fois, un changement qui est pas mal. Voilà, un petit changement comme ça pour affaiblir un petit peu la carte, mais sans la rendre injouable. Moi je trouve que c'est cool. Et dernier changement avec Angels of Death. Donc c'est le buff en fait avec le codex de cette carte là qui a été changé. Au lieu de donner plus 1 en attaque à nos intercesseurs, on donne maintenant plus que 1 point d'attaque en range et non plus en mêlée. Donc là c'est pareil, c'est un effet qui change pas grand chose, qui affaiblit un tout petit peu la carte mais sans plus. Donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas. Je pense que cet effet il est plus insignifiant quand même que les autres changements qu'on a vus parce que bon, voilà, ces cartes-là, de toute façon, elles n'ont pas pour objectif de survivre, hein. Elles sont là pour flanquer, pour attaquer les troupes de l'adversaire. Donc voilà, on va être obligé d'attaquer en range attack maintenant pour pouvoir infliger 3 dégâts au lieu de 2. Ça change pas grand-chose. Ok, voilà, ça reste une carte très intéressante, hein, Angels of Death. Voilà, 3 intercesseurs avec flank et avec le codex, donc plus 1 en range attack. Moi je trouve que c'est cool, ça reste une carte très intéressante, donc voilà, c'est cool. Donc c'est tout, on avait vu que Titus était au-dessus dans le Meta Report, Titus qui joue évidemment très bien avec la carte Assault Doctrine, qui a été nerf, donc voilà, un petit nerf pour Titus, qui s'applique aussi aux autres Warlords évidemment s'ils jouent cette carte-là, donc pourquoi pas, ça va affaiblir un petit peu le deck, voilà, sans le rendre injouable, hein, parce que cette carte reste toujours très intéressante. Moi je trouve ça cool, voilà, aucun problème avec ces changements-là.
On a le Saiman ensuite. Ah bah oui, on a Jainzar qui a été changé. Jainzar qui est le Warlord qui a le mieux performé lors de la saison précédente. Donc Jainzar a été changé. C'est son talent qui a été changé. Donc up, voilà, comme ça on voit mieux. Et donc le talent de Jainzar à présent donne systématiquement plus de en mêlée au Warlord. Ok. Et maintenant, pour pouvoir stun une troupe ennemie, en fait, eh bien, il faut dépenser une Spirit Stone. Donc en fait, c'est un effet qui, à la fois, est moins bon, enfin, qui d'un côté est moins bon qu'avant parce que on est obligé de dépenser des Spirit Stones à chaque fois qu'on va jouer notre talent. Et donc ça, c'est un petit peu galère. Mais d'un autre côté, moi, je trouve que c'est un changement intéressant parce que on a la possibilité à présent de gagner plus de en mêlée et de stun en même temps, du coup, pendant le même tour, un ennemi aléatoire en dépensant une Spirit Stone. Bah, voilà, moi je trouve que c'est assez intéressant comme changement et je me demande si ça va pas, si ça pourrait pas rendre Jainzar peut-être encore plus fort qu'avant en fait. Ah bon, je sais pas, peut-être que j'exagère un petit peu, parce que pour pouvoir utiliser ce talent à son plein potentiel, bah, il faut quand même réussir à générer des stones, ce qui n'est pas forcément évident avec Jainzar, c'est pas le meilleur Warlord pour faire ça. Mais si on arrive à le faire, si on arrive à générer suffisamment de stones pour pouvoir utiliser ce talent à son plein potentiel, à mon avis, ça peut être assez balèze quand même. Plus 2 en mêlée et le stun en même temps, du coup. Franchement, moi je trouve ça intéressant. Je testerai ça, j'essaierai de voir si ça peut fonctionner. Et je vous en reparlerai sur la chaîne, le cas échéant. On a la nouvelle carte légendaire qui a reçu un nerf. Alors, elle est où? Elle est là, voilà. Elle a perdu un petit point d'attaque en range. Voilà, c'est pas un gros changement. On l'affaiblit un petit peu. Elle était vraiment très forte cette carte-là. Elle reste très forte. Un tout petit peu moins en range attaque, mais voilà, c'est un changement qui est pas non plus, qui va pas non plus tuer la carte. Elle reste très intéressante. Donc voilà, c'est cool. Un changement qui, voilà, qui va affaiblir un petit peu les Saiman sans pour autant les rendre injouables. Donc c'est cool. Encore une fois, un changement intéressant. Et Howling Banshee, alors là par contre, Howling Banshee, je suis un peu triste de voir ce changement-là. C'est une carte super balèze, Howling Banshee, qui a été nerf. Elle a perdu un point d'attaque en mêlée. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Elle reste très intéressante cette carte-là, hein, parce que voilà, elle fait tout, elle stun, elle flanque, elle donne une Spirit Stone aussi, donc c'est une carte vraiment très intéressante, très polyvalente et tout. Elle a perdu un petit point d'attaque, c'est vraiment dommage. Du coup, elle va être quand même moins forte. Je pense que un petit point d'attaque en mêlée en moins, ça fait quand même une grosse différence pour une carte comme ça. Donc voilà, je pense pas qu'elle va être moins jouée parce que ça reste une carte exceptionnelle avec tous les effets qu'elle a. Mais bon, voilà, elle va être plus faible qu'avant. Moi, je trouve que c'est un peu dommage, j'aimais beaucoup cette carte. C'est une carte vraiment emblématique de la faction, une des meilleures cartes de la faction. Et voilà, elle a été affaiblie, donc un coup dur quand même si ça va pas la rendre injouable. C'est un nerf qui reste intéressant parce que voilà, on affaiblit un petit peu cette carte sans la rendre injouable, etc. Donc toujours pareil, hein, mais voilà, je sais pas, moi je suis un petit peu triste de voir ça, c'est dommage. Je l'aimais bien, ma Banshee. Bon, je l'aime toujours, hein, mais voilà, ah, c'est ouais, un petit peu moins forte, c'est dommage. Voilà, c'est dommage, c'est dommage. Et on a finalement la Black Legion qui a reçu un changement. Alors là, j'ai pas compris par contre. Vous allez me dire dans les commentaires ce qui s'est passé parce que j'ai vraiment pas compris. Alors attends, elle est où cette carte? C'est cette carte-là qui a été changée et encore une fois, j'ai pas compris. Je comprends pas. Les développeurs nous disent Now only doubles health and melee value as the card description states. Donc ça veut dire que la carte, elle avait un effet qui était peut-être buggé avant, c'est ça? Elle doublait la mêlée, la santé et les range attack aussi? Je sais pas, je sais pas, j'ai jamais joué cette carte, je jouerai jamais cette carte. C'est une carte qui peut pas être jouée parce qu'elle coûte trop cher pour ce qu'elle fait et que c'est pas une bonne carte en fait. Donc peut-être que c'est juste la correction d'un bug, mais je sais pas, je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette carte-là. Voilà. Qu'est-ce que si elle était buggée ou pas, si vous la jouez ou pas. Je pense pas qu'il y a grand monde qui la joue, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Voilà. Et ça y est les amis, ça y est, on a fait le tour. On a fait le tour de tous les changements. Voilà, donc on a vu du coup les buffs, voilà, pas mal de buffs pour les orques. Certains, la plupart des buffs, c'est des buffs plutôt gentils, plutôt qui vont
voilà, augmenter un petit peu la force de la faction, mais pas trop non plus. Par contre, on a vu, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains buffs qui vont par contre rendre certaines cartes et un certain Warlord, donc Gruk Face Ripa, beaucoup trop fort à mon avis, et ça va être compliqué lors de cette saison de jouer contre les orques. Adeptas Sororitas, petit changement sur Morvenval qui fait pas de mal, un petit effet de soin en plus, c'est cool, il n'y a aucun souci avec ça. Et puis les Ultramarines et les Simhan qui ont reçu des nerfs, voilà, pour les affaiblir un petit peu, aucun problème non plus avec ça. Le seul souci vraiment c'est les orques qui vont devenir à mon avis beaucoup trop forts. Il reste un jour pour finir cet événement et gagner un maximum de points bonus avec les orques. Je vais en profiter, je vais jouer un deck de ce type là de mon côté moi pour essayer de récupérer un maximum de points avec Gruk Face Ripa. Donc vous voyez je joue les, voilà, les grottes, les Beasts, Snagaboy, Sluggerboy, Stormboy, tous ces machins là, le Def Gun Luta, le Def Copta, le Shota Boy, voilà toutes les cartes dont j'ai parlé qui sont devenues très fortes à mon avis. Je les ai mises comme ça dans un deck et je vais, enfin j'ai déjà commencé en fait à massacrer mes adversaires avec ça. N'hésitez pas à tester tout ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires les amis, est-ce que vous appréciez ces changements ou pas, est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, à liker, partager, n'oubliez pas de vous abonner aussi, très important. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, ciao ciao, à la prochaine les amis et Juganon out.